Bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Braves gens, ce soir je vais donc vous lire Le camion d'oncle Otto, une nouvelle de Stephen King parue en 1983 et traduite en français par Michel Pressé et Serge Quadrupani dans le recueil Brume. Braves gens, bonne écoute. Coucher tout ceci sur le papier m'apporte un grand soulagement. Je ne dors plus très bien depuis que j'ai trouvé le cadavre de mon oncle Otto. Certains jours, je me suis même demandé si j'étais devenu fou ou si j'allais le devenir. Tout aurait été certainement plus facile si l'objet lui-même n'était pas ici, dans mon bureau, constamment à portée de mes regards et de ma main. Je ne veux ni le prendre, ni le soupeser. Je ne veux pas toucher ce truc. C'est pourtant ce que je fais, parfois. Si je ne l'avais pas emporté lorsque je me suis enfui de sa petite maison d'une seule pièce, je pourrais commencer à me persuader que tout cela n'a jamais été qu'une hallucination, création pure et simple d'un cerveau surmené et exalté. Mais il est là. Il pèse un certain poids. On peut le tenir dans la main. Tout cela a vraiment eu lieu, voyez-vous. Vous qui lirez ce mémoire, la plupart d'entre vous ne me croiront pas, non, à moins qu'une chose semblable ne leur soit déjà arrivée. Je pense cependant que votre adhésion et mon soulagement s'excluent mutuellement. Aussi, c'est bien volontiers que je vais raconter mon histoire. Vous en penserez donc ce que vous voudrez. Tout récit macabre doit avoir une origine ou un secret. Le mien est doté des deux. Laissez-moi commencer par l'origine. Je vais vous expliquer comment mon oncle Otto, qui était riche selon les critères du comté de Castle Rock, passa cependant les 20 dernières années de sa vie dans une maisonnette
d'une seule pièce, sans eau, situé sur une route non loin d'une petite ville. Otto, l'aîné des 5 enfants Schenk, était né en 1905. Mon père, né en 1920, était le plus jeune. Né en 1955, je suis moi-même le plus jeune des enfants de mon père et, par conséquent, oncle Otto m'a toujours paru très vieux. Comme un grand nombre d'Allemands laborieux, mon grand-père et ma grand-mère arrivèrent en Amérique munis d'un petit pécule. Mon grand-père s'installa à Derry à cause de l'industrie du bois qu'il connaissait un peu. Il réussit bien et ses enfants naquirent dans un milieu aisé. Mon grand-père mourut en 1925. Oncle Otto, alors âgé de 20 ans, fut le seul enfant à recevoir tout son héritage. Il alla s'installer à Castle Rock et commença à spéculer dans l'immobilier. En 5 ans, il s'enrichit dans le commerce des forêts et des terres. Il acheta une grande maison sur Castle Hill, engagea des domestiques et profita pleinement de son statut de jeune célibataire assez séduisant. Assez seulement à cause de ses lunettes. Et très beau parti. Personne ne le trouvait étrange. Ça n'a commencé que plus tard. Il pâtit de la crise de 29, pas autant que certains, mais pâtir, c'est pâtir. Contre vents et marées, il s'accrocha à sa grande maison de Castle Hill, puis la vendit lorsqu'un terrain boisé qu'il désirait éperdument acquérir fut mis en vente à un prix dérisoire par la compagnie de papier de la Nouvelle-Angleterre. La compagnie de papier de la Nouvelle-Angleterre existe encore aujourd'hui, et si vous vouliez acheter de ses actions, je vous conseillerais de ne pas hésiter. Mais en 1933, la compagnie mettait en vente d'énormes parcelles de terre à des prix sacrifiés, dans un effort ultime et désespéré pour maintenir l'affaire à flot. Quelle était exactement l'étendue de cette terre que convoitait mon oncle? Le fabuleux contrat original a été perdu et les versions diffèrent. Mais toutes pourtant s'accordent à reconnaître qu'elle faisait au moins 4000 acres. Si sa plus grande partie était située sur Castle Rock, le domaine s'étendait jusqu'à Waterford et Harlow. Lorsqu'elle décida de le mettre sur le marché, la compagnie offrit l'ensemble pour environ $2,50 l'acre, à condition que l'acheteur prenne le tout. Ça mettait le total à $10,000 à peu près. Oncle Otto ne pouvait réunir une telle somme. Alors, il trouva un partenaire, un Yankee du nom de George McCutcheon. Si vous vivez en Nouvelle-Angleterre, vous connaissez certainement ce nom, Schenk et McCutcheon. La société a été rachetée il y a longtemps déjà, mais on trouve encore des quincailleries Schenk et McCutcheon dans une quarantaine de villes de Nouvelle-Angleterre et des chantiers de scierie Schenk et McCutcheon de Central Falls à Derry. McCutcheon était un grand gaillard à grosse barbe noire. Comme mon oncle Otto, il portait des lunettes. Comme oncle Otto aussi, il avait hérité d'une certaine somme d'argent.
Ça devait être une somme assez conséquente, car oncle Otto et lui réussirent sans problème à conclure l'achat de cette terre. Dans le fond, c'était l'un et l'autre des Forbans, et ils s'entendaient assez bien. Leur association dura 22 ans, en fait, jusqu'à l'année de ma naissance. Et ils ne connurent que la prospérité. Mais tout commença avec l'achat de ces 4000 acres. Avec le camion de McCutcheon, celui-ci au volant la moitié du temps, oncle Otto le relayant le reste du temps, ces deux jeunes gens, soudain promus au rang de propriétaires terriens de la Nouvelle-Angleterre, au plein cœur de la Grande Dépression, explorèrent leurs terres, sillonnèrent les routes forestières et les pistes des défibreurs, presque toujours en première, trépidant sur les planches et soulevant des gerbes d'eau quand ils passaient dans les fondrières. J'ignore où McCutcheon avait déniché ce camion. C'était un Cresswell, si ça vous intéresse, un modèle qui ne se fait plus. Il avait une énorme cabine rouge vif, de larges marchepieds et un démarreur électrique. Mais si le démarreur présentait des défaillances, on pouvait utiliser la manivelle, quoique celle-ci fût toujours susceptible de revenir en arrière et de vous casser l'épaule si votre attention se relâchait. La carlingue à ridelle faisait 6 mètres de long. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce camion, c'était son museau. Comme la cabine, il était rouge sang. Pour parvenir au moteur, il fallait soulever 2 panneaux d'acier, un de chaque côté. Le radiateur était placé aussi haut que la poitrine d'un homme adulte. C'était un engin laid et monstrueux. Le camion de McCutcheon tombait en panne, on le réparait. Il tombait à nouveau en panne, et de nouveau, on le réparait. Lorsqu'il expira tout à fait, il le fit de façon spectaculaire. Comme le cabriolet à un seul cheval du poème d'Holmes. Un beau jour de 1953, McCutcheon et oncle Otto, tous deux complètement bourrés, de l'aveu même d'oncle Otto, gravissaient la Black Henry Road. Oncle Otto rétrograda en première pour grimper Trinity Hill. Jusque-là, aucun problème. Mais saoul comme il l'était, il ne pensa jamais à passer ses vitesses pour redescendre de l'autre côté. Le vieux moteur fatigué du Cresswell surchauffa. Ni oncle Otto ni McCutcheon ne virent l'aiguille passer dans la zone rouge, sur la lettre C du côté droit du cadran. Au pied de la colline, une explosion déploya les côtés articulés du compartiment moteur comme les ailes d'un dragon rouge. Le bouchon du radiateur monta en chandelle dans le ciel d'été. De la vapeur s'échappa en panache comme du Old Faithful. L'huile jaillit, inondant le pare-brise. Oncle Otto écrasa la pédale de frein, mais le Cresswell avait pris depuis près d'1 année la mauvaise habitude de perdre son liquide de frein.
et la pédale s'enfonça sans effet jusqu'au plancher. Mon oncle ne voyait plus où il allait. Il quitta la route, alla d'abord dans un fossé, puis hors du fossé. Si le Creswell avait calé, tout cela n'aurait pas été bien grave. Mais le moteur continua à tourner et fit sauter un piston, puis 2 autres, comme des pétards du 14 juillet. Oncle Otto racontait que l'un d'eux avait, en sifflant, traversé sa porte qui s'était effondrée. Le trou était de la taille d'un poing. Ils s'arrêtèrent enfin dans un pré, envahi de gerbes d'or. Ils auraient pu profiter d'une vue magnifique sur les White Mountains, si le pare-brise n'avait été couvert d'huile Diamond Gem. Ce fut le dernier round pour le Creswell de McCutcheon. Il ne bougea jamais plus de ce pré. Ça ne provoqua aucune indignation de la part du propriétaire. Le pré, bien sûr, appartenait aux 2 hommes. Considérablement dégrisés par l'aventure, ils sortirent pour inspecter les dégâts. Aucun des 2 n'avait de connaissances en mécanique, mais elle n'était pas nécessaire pour diagnostiquer une blessure mortelle. Oncle Otto fut très éprouvé, en tout cas, c'est ce qu'il raconta à mon père, et offrit de dédommager son ami. George McCutcheon lui demanda d'arrêter ses bêtises. McCutcheon était en fait dans une sorte d'extase. Il avait jeté un coup d'œil au pré, à la vue qu'il offrait sur les montagnes, et avait décidé qu'il construirait là la maison dans laquelle il se retirerait le moment venu. Il l'annonça à oncle Otto sur un ton réservé en général aux conversions religieuses. Ils regagnèrent ensemble la route et retournèrent à Castle Rock dans le camion du boulanger Cushman qui passait par là. McCutcheon expliqua à mon père qu'il fallait voir dans tout cela la main de Dieu. Il l'avait si souvent cherché, l'endroit idéal, et de toute éternité, il était là, dans ce pré devant lequel, sans jamais y jeter un regard, il passait 3 ou 4 fois par semaine. La main de Dieu, répéta-t-il, sans savoir qu'il mourrait dans ce champ 2 ans plus tard, écrasé par l'avant de son propre camion. Le camion qui, après sa mort, devient celui d'oncle Otto. McCutcheon demanda à Billy Dodd d'accrocher sa dépanneuse au Creswell et de tirer celui-ci face à la route, afin, expliqua-t-il, de pouvoir le voir à chaque fois qu'il passerait par là, et de se rappeler que, lorsque Dodd le tirerait à nouveau et l'emporterait pour de bon, ce serait pour que les ouvriers puissent venir creuser. Il était du genre sentimental, mais pas assez cependant pour ne pas saisir l'occasion de gagner $1 quand celle-ci se présentait. Lorsqu'un défibreur
nommé Baker, se présenta 1 an plus tard et offrit d'acheter les roues et les pneus du Creswell car ils convenaient parfaitement à son Derrick. McCutcheon accepta sans hésitation les $20 du bonhomme. Il était pourtant, ne l'oubliez pas, à la tête d'une fortune de plus d'1 million de dollars. Il n'omit pas de recommander à Baker de placer le camion sur cale. Il expliqua qu'il ne voulait pas passer devant et le voir enfoui sous les herbes, les fléoles des prés et les gerbes d'or, comme une vieille ruine. Baker respecta ce souhait. Un an plus tard, le Creswell dégringola des cales et écrasa McCutcheon. Les anciens racontaient l'histoire avec ravissement et concluaient toujours en disant qu'ils espéraient que ce sacré Georgie McCutcheon avait bien profité des $20 qu'il avait tirés de ses roues. J'ai passé mon enfance à Castle Rock. Quand je suis né, mon père travaillait pour Schenck et McCutcheon depuis presque 10 ans. Et le camion, passé aux mains d'oncle Otto, comme tous les autres biens de McCutcheon, fut un point de repère important dans ma vie. Ma mère faisait ses courses chez Warren, à Brighton, et devait pour s'y rendre emprunter la Black Henry Road. Ainsi, à chaque voyage, passions-nous devant le camion qui gisait là, avec les White Mountains en toile de fond. Il n'était plus sur cale. Oncle Otto avait dit qu'un accident suffisait. Mais la simple pensée de ce qui s'était passé était suffisante pour provoquer les frissons d'un petit garçon en culotte courte. Il était là, en été. Il y était en automne, entouré de chênes et d'ormes qui flamboyaient comme des torches sur 3 côtés du champ. En hiver, où des amoncellements de neige qui atteignaient le niveau de ses phares le faisaient ressembler à un mastodonte luttant pour se dégager de sable mouvant blanc. Au printemps, lorsque le pré n'était plus qu'un bourbier et qu'on se demandait s'il n'avait pas disparu sous terre. C'est peut-être d'ailleurs ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette couche de bonnes roches du Maine. Traversant saisons et années, il était là. Une fois, je suis même monté dedans. Un jour, en effet, comme nous nous rendions à la foire de Freiburg, mon père s'arrêta sur le bord de la route, me prit par la main et me conduisit jusqu'au champ. J'avais entendu raconter comment il avait glissé en avant et avait écrasé l'associé de mon oncle. C'est chez le coiffeur, caché aussi discrètement qu'une souris derrière Life Magazine, que je ne savais pas lire, que j'avais écouté ces hommes expliquer comment il avait été écrasé et combien ils espéraient que ce sacré Georgie avait bien profité des $20 que lui avaient rapportés ses roues. L'un d'eux, c'était peut-être Billy Dodd, le père de Frank le Fou, ajouta que McCutcheon ressemblait à une citrouille écrabouillée par la roue d'un tracteur. Ça m'avait hanté pendant des mois. Mais, bien entendu, mon père l'ignorait. Mon père avait cru que je serais heureux de m'asseoir dans la cabine de ce vieux camion. Il avait remarqué de quelle manière je le regardais à chaque fois que nous passions devant, prenant, je suppose, ma terreur
pour de l'admiration. Je me souviens des gerbes d'or dont le jaune éclatant était terni par le froid d'octobre. Je me souviens de la grisaille de l'air, un peu amer, un peu âpre, et de l'allure argentée de l'herbe morte. Je me souviens du whish, whish de nos pas. Mais ce dont je me souviens le mieux, c'est du camion dressé devant nous, de plus en plus gros, des dents menaçantes de son radiateur, du rouge sang de sa peinture, du regard trouble de son pare-brise. Je me souviens de la peur qui m'envahit en une vague plus froide et plus grise que le goût de l'air, lorsque mon père, me saisissant sous les bras, me hissa jusqu'à la cabine et me dit « Conduis-le jusqu'à Portland, Quentin. Vas-y !» Je me souviens du souffle d'air sur mon visage, au fur et à mesure que je montais. Et puis de cette sensation fraîche, à laquelle s'était substituée l'odeur de vieille huile Diamond Gem, de cuir déchiré, de crottes de souris et, je le jure, de sang. Je me rappelle avoir désespérément essayé de ne pas pleurer pendant que mon père me souriait, convaincu qu'il m'offrait une sacrée émotion. Et c'était vrai, mais pas dans le sens où il le pensait. J'eus alors la certitude qu'il allait m'abandonner là ou tout au moins tourner le dos, et que ce camion allait me manger, me dévorer tout vif. Et que ce qu'il recracherait aurait l'air mâchonné et cassé et éclaté, comme une citrouille écrabouillée par la roue d'un tracteur. Je fondis en larmes. Et mon père, qui était le meilleur des hommes, me redescendit, me consola et me ramena à la voiture. Il me porta dans ses bras et je regardais par-dessus son épaule le camion qui disparaissait dans le lointain, là, au milieu du champ. Son énorme radiateur menaçant, le trou sombre où s'enfonçait la manivelle ressemblant à l'orbite d'un œil horriblement placé. Et j'avais envie de lui dire que j'avais senti l'odeur du sang et que c'était pour ça que j'avais pleuré. Je ne savais pas comment le lui expliquer. Je pense que, de toute façon, il ne m'aurait pas cru. Comme un petit garçon de 5 ans qui croit encore au Père Noël, à la petite souris et au Père Fouettard. Je croyais aussi que l'affreuse sensation d'effroi qui m'avait submergé quand mon père m'avait hissé dans la cabine du camion venait du camion lui-même. Il me fallut 22 ans pour décider que ce n'était pas le Cresswell qui avait assassiné George McCutcheon, que c'était mon oncle Otto.
le Cresswell était un point de repère dans ma vie. Mais il appartenait aussi à l'inconscient collectif de toute la région. Si vous expliquiez à quelqu'un comment se rendre de Brighton à Castle Rock, vous lui disiez qu'il était sur la bonne route si, à environ 5 km après l'embranchement avec la route 11, il apercevait un vieux camion rouge à gauche, dans un pré herbeux. Des touristes s'égaraient souvent sur le bord de la route. Ils restaient parfois embourbés là, ce qui nous offrait une bonne occasion de rire, pour prendre des photos des White Mountains avec le camion d'oncle Otto au premier plan pour la note pittoresque. Pendant longtemps, mon père appela le Cresswell le haut lieu touristique de Trinity Hill. Mais au bout d'un moment, il arrêta. L'obsession d'oncle Otto était devenue trop forte pour que ce soit encore drôle. Voilà pour l'origine. Et maintenant, passons au secret. Qu'il ait tué McCutcheon, j'en suis absolument certain. Écrabouillé comme une citrouille, avaient dit les sages du salon de coiffure. L'un d'entre eux avait ajouté: « Je parie qu'il était à genoux devant ce camion, en train de prier comme un de ces arabes graisseux pris en harla. Je peux vraiment me l'imaginer comme ça. Ils étaient cinglés tous les deux, vous savez. Si vous ne croyez pas, regardez comment qu'il a fini au Toshenk. Juste de l'autre côté de la rue, dans cette petite maison qu'il voulait donner à la ville pour faire une école. Et aussi fou qu'un rat dans un chiotte. » Tout ceci accueilli par des signes d'approbation et des regards entendus. Parce que tous pensaient alors qu'oncle Otto était assez bizarre, oulala, mais pas un de ces sages du salon de coiffure n'avait été fichu de réaliser que cette vision, McCutcheon à genoux devant le camion, comme un de ces arabes pris en harla, était aussi douteuse qu'extravagante. Les ragots vont toujours bon train dans les petits villages. Voleurs, adultères, braconniers, escrocs, autant de qualificatifs décernés sur la foi du plus mince témoignage ou des déductions les plus farfelues. La plupart du temps, d'après moi, ces racontards n'ont pas d'autre origine qu'un profond ennui. Ce qui leur évite de tomber dans la vraie méchanceté, telle qu'on la rencontre chez la plupart des romanciers qui ont dépeint les petites villes, depuis Nathaniel Hawthorne jusqu'à Grace Metalius. C'est que la plupart de ces commérages, au téléphone, à l'épicerie ou chez le coiffeur, sont d'une naïveté singulière. Comme si les gens pouvaient bien imaginer la méchanceté et la bêtise chez les autres, mais étaient incapables de voir le mal délibéré quand il flottait juste devant leurs yeux, comme le tapis magique sorti du conte d'un de ces arabes graisseux. Comment est-ce que je peux savoir qu'il l'a fait ? Vous demandez-vous. Uniquement parce qu'il était avec McCutcheon ce jour-là ? Non. À cause du camion. Le Cresswell. Quand son obsession a commencé à l'envahir tout à fait, mon oncle s'est installé en face, dans cette minuscule maison, même si les dernières années de sa vie
Il avait une peur atroce de ce camion échoué de l'autre côté de la rue. Je pense que oncle Otto attira McCutcheon dans le pré où le camion reposait sur ses cales, sous prétexte de le faire parler de sa future maison et de sa retraite toute proche. Une société beaucoup plus importante que la leur avait fait une excellente offre d'achat. Je ne vous dirai pas son nom, mais si je vous le disais, il est certain que vous la connaîtriez. Et McCutcheon voulait accepter. Oncle Otto n'était pas d'accord. Une lutte pacifique avait lieu entre eux depuis le printemps. Je pense que c'est ce différend qui décida oncle Otto à se débarrasser de son associé. Il avait dû préparer son coup de deux façons. D'abord, en déséquilibrant les cales sur lesquelles reposait le camion. Ensuite, en posant quelque chose sur le sol, ou peut-être en le fichant dans le sol, juste devant le camion, là où McCutcheon ne pourrait manquer de le voir. Quelle sorte de chose? Je l'ignore. Un objet brillant? Un diamant? Un simple morceau de verre brisé? Ça n'a pas d'importance. Il clignote et étincelle sous le soleil. McCutcheon le voit peut-être, sinon, vous pouvez être certain qu'oncle Otto le lui montre. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demande-t-il. « Je sais pas », répond McCutcheon en se précipitant. McCutcheon tombe à genoux devant le Cresswell, exactement comme l'un de ces Arabes priant Allah. Il essaye de dégager l'objet du sol pendant que mon oncle contourne discrètement l'arrière du camion. Une bonne poussée. Et voilà l'engin qui s'effondre en écrasant l'associé de mon oncle, en l'écrabouillant comme une citrouille. Je pense qu'il était trop filou pour mourir sur le coup. Je l'imagine allongé sous le mufle incliné du Cresswell, du sang coulant à flots de son nez, de sa bouche et de ses oreilles, le visage aussi blanc qu'une feuille de papier, les yeux ténébreux, plaidant auprès de mon oncle pour obtenir de l'aide très rapidement, plaidant, puis suppliant. Et finalement, couvrant mon oncle de malédiction, lui promettant qu'il l'aurait, qu'il le tuerait, qu'il l'achèverait. Pendant que mon oncle reste là, à regarder, main dans les poches, jusqu'à ce que tout soit terminé. C'est peu après la mort de McCutcheon
que mon oncle se mit à agir d'une façon que les sages du salon de coiffure qualifièrent de curieuse, puis de singulière, et enfin de foutrement bizarre. Des bizarreries qui lui valurent finalement d'être déclarées, dans l'argot imagé du salon de coiffure, aussi fou qu'un rat dans un chiotte. Des bizarreries qui apparurent au fil du temps. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'elles commencèrent peu après la mort de McCutcheon. En 1965, oncle Otto fit construire une petite maison d'une seule pièce, en face du terrain sur lequel se trouvait le camion. Tout le monde se demandait ce que le vieil Otto Schenk pouvait bien avoir l'intention de faire sur la Black Henry, près de Trinity Hill. Mais la surprise fut totale quand oncle Otto donna la touche finale à son bâtiment en demandant à Chucky Barger de le couvrir d'une couche de peinture rouge, puis annonça qu'il en faisait cadeau à la ville. Une belle école neuve, expliqua-t-il, et tout ce qu'il demandait, c'était qu'on lui donnât le nom de son associé décédé. Les notables de Castle Rock en furent abasourdis. Tous les autres aussi. Presque tout le monde dans la petite bourgade avait fréquenté une école à classe unique, ou pensait qu'il en avait été ainsi, ce qui revient pratiquement au même. Mais en 1965, il n'y avait plus aucune école à classe unique à Castle Rock. La dernière, celle de Castle Ridge, avait été fermée l'année précédente. Elle abrite désormais la Pizzaville de Steve, là-bas sur la route 117. La ville avait alors une nouvelle école en verre et parpaing sur le terrain communal et un beau lycée tout neuf, rue Carbine. Cette offre excentrique fit passer d'un seul coup oncle Otto du qualificatif de « curieux » à celui de « foutrement bizarre ». Les notables lui envoyèrent une lettre. Aucun d'entre eux n'eut vraiment le courage d'aller le voir en personne, dans laquelle il remerciait gentiment, en espérant qu'il penserait de nouveau à la ville dans le futur, mais refusait la petite école, en expliquant que les besoins éducatifs des enfants de la ville étaient déjà amplement satisfaits. Oncle Otto entra dans une colère noire. Il allait vraiment se souvenir d'eux, mais pas comme il le souhaitait. Lui, il n'était pas né de la dernière pluie. Il appelait un chat, et les gens de cette ville de sinistres crétins. Et s'il voulait jouer à qui pisserait le plus loin, il leur montrerait qu'il pouvait pisser comme un putois qui vient de boire un tonneau de bière. Et à présent, que vas-tu faire ? Lui demanda mon père. Ils étaient assis à la maison autour de la table de la cuisine. Ma mère était allée coudre au premier. Elle disait qu'elle n'aimait pas oncle Otto, qu'à le sentir, on avait l'impression, que ce soit vrai ou non, qu'il ne se baignait qu'une fois par mois. « Et il est riche !» ajouta-t-elle en se pinçant les narines. Je pense que son odeur la gênait vraiment, mais qu'elle avait surtout peur de lui. Dès 1965, oncle Otto avait commencé à adopter une apparence aussi foutrement bizarre que son comportement. Il se baladait vêtu d'un pantalon de travail vert, retenu par des bretelles, d'une chemise de corps en thermolactyle et de grosses chaussures de chantier jaune. Ses yeux roulaient dans leurs orbites lorsqu'il parlait. « Hein ? Alors, qu'est-ce que tu vas en faire ? » ?»« M'installer dans cette putain de baraque !» s'écria oncle Otto sur un ton brusque.
et c'est ce qu'il fit. L'histoire de ces dernières années est vite résumée. Il souffrit de ce genre de folie effrayante dont les journaux à sensation nous offrent régulièrement l'illustration. Le millionnaire meurt de malnutrition dans son taudis. La vieille mendiante était riche, révèle la banque. Un ancien magnat de la banque s'éteint abandonné de tous. Il emménagea dans la petite maison rouge, dont la couleur au fil des années passa et se changea en un rose terne, dès la semaine suivante. Aucun des arguments de mon père ne parvint à l'en dissuader. Un an plus tard, il vendit l'affaire qu'il avait, je crois, poussé au meurtre. Ses excentricités s'étaient multipliées, mais son sens du commerce ne l'avait pas abandonné et il réalisa un joli profit. Un profit stupéfiant, devrais-je plutôt dire. Ainsi, mon oncle, dont la fortune s'élevait certainement à plus de 7 millions de dollars, vivait-il dans cette petite construction sur la Black Henry Road. La maison qu'il possédait en ville était fermée à clé, volets clos. Il est alors passé de foutrement bizarre à fou comme un rat dans un chiotte. L'étape suivante est d'ordinaire marquée par une expression plus plate, moins colorée, mais nettement plus inquiétante. Dangereux, peut-être. Elle est souvent suivie d'un internement. À sa façon, bien que je doute qu'aucun touriste ait jamais voulu prendre sa photo, Oncle Otto fit partie du paysage, tout comme le camion échoué de l'autre côté de la route. Il s'était laissé pousser une barbe qui tirait sur le jaune, comme si elle avait été contaminée par la nicotine de ses cigarettes. Il avait énormément grossi. Ses bas joues pendouillaient en 2 fanons ridés, incrustés de crasse. On pouvait souvent le voir debout sur le seuil de sa drôle de petite maison, immobile, observant la route. Et l'autre côté, observant le camion, son camion. Quand oncle Otto cessa de se rendre en ville, mon père se chargea de son ravitaillement pour l'empêcher de mourir de faim. Il lui apportait chaque semaine des vivres qu'il payait de sa propre poche, car oncle Otto ne lui remboursait jamais rien. Cette idée ne l'effleurait même pas, je suppose. Papa mourut 2 ans avant oncle Otto, dont tout l'argent fut finalement légué au département forêt de l'université du Maine. D'après ce que je sais, ils furent enchantés. Avec une telle somme, c'était bien le moins. Quand j'eus obtenu mon permis en 1972, je lui portais souvent son ravitaillement hebdomadaire. Au début, il me dévisageait avec une méfiance bornée. Mais au bout d'un moment, il se dégela. C'est 3 ans plus tard, en 1975, qu'il me confia pour la première fois que le camion rampait vers la maison.
Cette année-là, je fréquentais l'université du Maine. Mais j'étais revenu à la maison pour l'été et j'avais repris l'habitude de porter chaque semaine ses provisions à oncle Otto. Il restait assis à sa table, une cigarette à la bouche, me regardait ranger les boîtes de conserve et écoutait mon bavardage. J'avais l'impression qu'il avait peut-être oublié qui j'étais, ou du moins faisait semblant. Une fois, alors que je m'avançais vers la maison, il m'avait glacé jusqu'au sang en s'écriant par la fenêtre. « C'est toi, Georges ?» Un certain jour de juillet 1975, il interrompit mon bavardage insignifiant et me demanda avec une âpre brusquerie. « Qu'est-ce que tu penses de ce camion là-bas, Quentin ?» Cette brutalité fit jaillir une réponse honnête. « Quand j'avais 5 ans, j'ai mouillé mon pantalon dans sa cabine, répondis-je. Je crois que j'en ferais autant si j'y remontais aujourd'hui. Oncle Otto éclata d'un rire bruyant et interminable. Je me tournai vers lui et le regardai avec étonnement. Je ne me souvenais pas de l'avoir déjà entendu rire. Il fut interrompu par une longue quinte de toux qui le fit virer rouge écarlate. Alors, il me dévisagea, les yeux étincelants. « De plus en plus proche, Kant, » me dit-il. « Quoi, oncle Otto ?» demandai-je. Je pensais qu'il avait fait un de ces fameux coq à l'âne. Peut-être voulait-il parler de Noël, du prochain millénaire, ou du retour du Christ roi. « Ce camion sournois !» répondit-il en me regardant avec un air de confidence calme et borné que je n'aimais guère. « Il est de plus en plus proche chaque année. »« Vraiment ?» demandai-je avec circonspection, pensant qu'il s'agit là d'une nouvelle idée particulièrement déplaisante. Je jetai un coup d'œil de l'autre côté de la route, au Cresswell qui émergeait des hautes herbes sur fond de White Mountains. L'espace d'une fraction de seconde, je crus devenir fou. Il me parut vraiment plus proche. Je clignai des yeux et l'illusion s'évanouit. Le camion se trouvait exactement là où il avait toujours été. « Oh ouais, » dit-il. « Il est de plus en plus proche chaque année. » Bah mince, peut-être as-tu besoin de lunettes. Je peux pas voir la moindre différence, oncle Otto. « Bien sûr que tu peux pas !» s'écria-t-il brusquement. « Tu peux pas voir non plus la grosse aiguille de ta montre avancée, n'est-ce pas ? Les êtres sournois avancent toujours trop lentement pour qu'on puisse les voir. À moins qu'on ne les quitte pas des yeux. Exactement comme je le fais avec ce camion. » Il m'adressa un clin d'œil qui me fit frissonner. « Pourquoi avancerait-il » demandai-je. « Il veut ma peau. Voilà pourquoi. Il m'a dans la tête, ouais. C'est ça qu'il a. Un de ces jours, il va débouler ici. Ça sera la fin. Il m'écrasera comme Mac. Et ça sera la fin. » Tout ceci m'effraya pas mal. Ce qui m'effraya le plus,
C'était, je crois, le ton raisonnable sur lequel il avait parlé. Les jeunes répondent en général à la peur en prodiguant de sages conseils ou en feignant la désinvolture. « Faut retourner habiter en ville si ça vous inquiète, oncle Otto, » lui dis-je. Et vous n'auriez jamais soupçonné au timbre de ma voix que mon dos était couvert de chair de poule. Il tourna les yeux vers moi, puis vers le camion de l'autre côté de la route. « Je peux pas, Quentin, » répondit-il. « Un homme doit parfois rester là où il est, à attendre ce qui doit se produire. » « Attendre quoi, oncle Otto ?» demandai-je, tout en sachant qu'il voulait sans doute parler du camion. « Le destin, » dit-il, avec un nouveau clin d'œil. Mais il avait l'air effrayé. En 1979, mon père attrapa une maladie des reins qui, après le court intermède d'un apparent répit, l'emporta finalement. Pendant les nombreuses visites que je lui rendis cet automne-là à l'hôpital, nous parlâmes souvent d'oncle Otto. Il avait quelques doutes sur ce qui s'était vraiment passé en 1955. De légers soupçons qui furent à l'origine des soupçons sérieux que je nourris par la suite. Mon père ignorait à quel point l'obsession d'oncle Otto pour le camion s'était aggravée. Moi, non. Le vieil homme restait presque toute la journée sur le seuil, à observer l'engin. À l'observer comme un homme regarderait sa montre pour voir avancer la grande aiguille. Dès 1981, oncle Otto avait perdu ses derniers boulons. Plus pauvre que lui, aurait été interné depuis longtemps. Mais dans une petite ville, des millions en banque peuvent faire pardonner une grande folie. Surtout si bon nombre de gens pensent qu'il y a peut-être quelque chose pour la municipalité dans le testament du pauvre fou. Malgré tout, en 1981, on commençait à parler sérieusement de faire interner oncle Otto pour son propre bien. L'expression plate et implacable, dangereux peut-être, avait commencé à supplanter fou comme un rat dans un chiotte. Il s'était mis à uriner sur le bord de la route au lieu d'aller derrière la maison, dans les bois où se trouvaient ses cabinets. Tout en se soulageant, il brandissait parfois le poing en direction du Cresswell. Et nombreux furent ceux qui, passant par là en voiture, pensèrent que les menaces d'oncle Otto s'adressaient à eux. Le camion sur fond des pittoresques White Mountains, c'était une chose. Oncle Otto pissant sur le bord de la route avec ses bretelles qui pendaient sur ses genoux, c'en était une autre. Ça n'avait rien de très attrayant pour les touristes.
À cette époque, lorsque je livrais à oncle Otto ses provisions hebdomadaires, je portais plus souvent un complet veston que le blue jeans qui avait été ma seule tenue tout au long de mes études à l'université. Cependant, je le livrais toujours. J'essayais de le convaincre qu'il devait cesser de se soulager sur le bord de la route, tout au moins pendant l'été, quand tous ceux du Michigan, du Missouri ou de Floride qui passaient par là pouvaient le voir. Je n'y parvins jamais. Il ne pouvait en aucun cas se soucier de choses aussi insignifiantes quand il avait à s'occuper du camion. Son inquiétude au sujet de l'engin était devenue une véritable manie. Il prétendait à présent que celui-ci s'était installé de son côté de la route, au beau milieu de son jardin, en fait. La nuit dernière, je me suis réveillé aux environs de 3 heures du matin, et il était là, juste derrière la fenêtre, Quentin, me raconta-t-il un jour. Je l'ai vu là, avec le clair de lune qui brillait sur son pare-brise, à moins de 2 mètres de l'endroit où j'étais couché. Et mon cœur s'est presque arrêté de battre. Il s'est presque arrêté, Quentin. Je le conduisis dehors et lui montrai du doigt le Cresswell, là où il avait toujours été, de l'autre côté de la route, dans le pré où McCutcheon avait prévu de bâtir une maison. Ça ne changea rien. C'est ta perception des choses, mon garçon, répliqua-t-il avec un mépris farouche et total. Une cigarette tremblait dans sa main. Ses yeux roulaient dans leurs orbites. C'est ta perception des choses. Oncle Otto, répondis-je en tentant de faire de l'esprit. Ma perception devient la chose elle-même. On aurait dit qu'il n'avait pas entendu. Il a failli avoir ma peau, le copain, murmura-t-il. Je frissonnais. Il n'avait pas l'air fou. Pitoyable, oui, et terrifié, certainement, mais pas fou. Je me souvins alors de mon père me hissant dans la cabine de ce camion. Je me souviens de l'odeur d'huile, de cuir et de sang. Il a failli avoir ma peau, répéta-t-il. C'est exactement ce qui arriva 3 semaines plus tard. C'est moi qui le retrouvai. C'était un mercredi soir et, comme presque tous les mercredis soirs, je m'étais rendu là-bas avec 2 sacs de vivres sur le siège arrière. Il faisait chaud et lourd. De temps à autre, le tonnerre grondait au loin. Au volant de ma Pontiac sur la Black Henry Road, je me rappelle m'être senti nerveux et avoir été sûr que, d'une façon ou d'une autre, quelque chose allait se produire. Mais j'essayais de me convaincre qu'il ne s'agissait que des effets des basses pressions atmosphériques. Je pris le dernier virage, et au moment où j'aperçus la petite maison de mon oncle, j'eus la plus étrange des hallucinations. Pendant un instant, je crus que ce damné camion était vraiment sur le seuil, énorme et lourdeau avec sa peinture rouge et ses ridelles pourries.
Je voulus freiner, mais avant même que mon pied se fût posé sur la pédale, je clignai des yeux et l'illusion disparut. Mais je savais qu'oncle Otto était mort. Pas de trompette, pas de signal lumineux, une simple certitude, comme savoir où se trouve un meuble dans une pièce familière. Je me garai en hâte, sortis de la voiture et me précipitai vers la maison sans me donner la peine de décharger le ravitaillement. La porte était ouverte, il ne la fermait jamais à clé. Un jour, je lui avais demandé pourquoi, il m'avait expliqué, patiemment, comme on expliquerait à un niais un fait d'une totale évidence, que fermer la porte à clé n'aurait pas empêché le Cresswell d'entrer. Il était allongé sur son lit qui se trouvait sur la gauche de l'unique pièce, le coin cuisine étant à droite. Il gisait, là, dans son pantalon vert et sa chemise de corps en thermolactyle, les yeux ouverts et vitreux. Je ne pense pas que sa mort ait remonté à plus de 2 heures. Il n'y avait ni mouche, ni odeur, alors qu'il régnait une chaleur torride. « Oncle Otto ?» dis-je doucement, sans attendre de réponse. On ne gît pas sans raison sur un lit, les yeux ouverts et exorbités comme ça. Si j'éprouvais un quelconque sentiment, c'était du soulagement. C'était fini. Oncle Otto, demandai-je encore, en m'approchant de lui. Oncle. Je m'arrêtai, en remarquant combien le bas de son visage était étrangement déformé, combien il était enflé et tordu. Ses yeux n'étaient pas simplement fixes, mais ils lançaient des éclairs dans leurs orbites. Il ne regardait pas vers la porte ou vers le plafond. Ils étaient renversés vers la petite fenêtre au-dessus du lit. Je me suis éveillé la nuit dernière vers 3h du matin, et il était là, juste devant ma fenêtre, Quentin. Il a failli avoir ma peau. Écrabouillé comme une citrouille. Avais-je entendu dire les sages du salon de coiffure, pendant que je faisais semblant de lire Life Magazine au milieu des odeurs de crème Vitalis et Wildroot. Il a failli avoir ma peau, Quentin. Il régnait une forte odeur dans la pièce. Pas une odeur du salon de coiffure. Et pas seulement la puanteur d'un vieillard sale. Il y avait une odeur d'huile, comme dans un garage. Oncle Otto, murmurai-je, et au fur et à mesure que je m'approchais du lit sur lequel il gisait, j'eus l'impression de diminuer, pas seulement en taille, mais en âge. J'avais à nouveau 20 ans, 15, 10, 8, 6, et finalement 5. Je vis ma menotte tremblante s'approcher de son visage bouffi. Au moment où je pris son visage dans le creux de ma main, je levai les yeux et vis le pare-brise éblouissant du Cresswell qui occupait toute la fenêtre. Et quoi que ce ne fût que pour un instant, je jurerais sur la Bible qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination. Le Cresswell était là, à la fenêtre, à moins de 2 mètres de moi. J'avais placé mes doigts sur l'une des joues d'oncle Otto, mon pouce sur l'autre pour examiner, je pense, cette étrange boursouflure. Lorsque je vis le camion à la fenêtre, je crispai la main et tentai de fermer le poing, oubliant que je tenais le bas du visage du cadavre. À cet instant, le camion disparut de la fenêtre comme de la fumée, ou comme le fantôme qu'il était sans doute. Au même instant, j'entendis un horrible giclement. Un liquide chaud me remplit la main. Je baissai les yeux, sentant non seulement de la chair molle et de l'humidité
mais quelque chose de dur et angulaire. Je baissai les yeux et vis. Et c'est alors que je commençai à hurler. De l'huile coulait à flots de la bouche et du nez d'oncle Otto. De l'huile suintait du coin de ses yeux, comme des larmes. De l'huile Diamond Gem, ce truc recyclé qu'on achète par bidon de plastique de 20 litres. Le truc que McCutcheon avait toujours mis dans le Cresswell. Mais il n'y avait pas que de l'huile. Quelque chose dépassait de sa bouche. Je continuai à hurler, mais pendant un moment, je fus incapable de bouger, incapable de détacher ma main pleine d'huile de son visage, incapable de détourner les yeux de cet énorme objet graisseux qui dépassait de sa bouche. L'objet qui déformait tant son visage. Finalement, je m'arrachai à ma paralysie et m'enfuis de la maison sans cesser de hurler. Je franchis la porte du jardin et courus jusqu'à ma Pontiac. Je me jetai dedans et continuai à hurler. Les provisions destinées à l'oncle Otto tombèrent du siège arrière et s'écrasèrent sur le plancher. Les œufs se cassèrent. Il est assez miraculeux que je ne me sois pas tué pendant les premiers kilomètres. Je jetai les yeux sur le compteur et vis que je roulais à plus de 120. Je m'arrêtai et repris profondément jusqu'à ce que j'aie retrouvé un minimum de contrôle de moi-même. Je commençais à réaliser que je ne pouvais pas laisser oncle Otto comme je l'avais trouvé. Cela susciterait trop de questions. Il allait falloir que j'y retourne. De plus, je dois l'avouer, une sorte de curiosité morbide m'avait envahi. Si seulement je ne l'avais pas éprouvé, ou si je lui avais résisté. En fait, aujourd'hui, je voudrais bien les avoir laissés poser leurs questions. Mais j'y suis retourné. Je suis resté sur le seuil 5 bonnes minutes durant, à peu près dans la même position qu'oncle Otto, et presque à l'endroit où il était si souvent et si longtemps tenu pour observer le camion. Je suis resté là et en suis arrivé à la conclusion suivante. Le camion de l'autre côté de la rue avait changé de position d'une façon presque imperceptible. Puis je suis rentré. Les premières mouches tournoyaient et vrombissaient autour de son visage. Je vis des empreintes huileuses sur ses joues. Pouce sur la gauche, 3 doigts sur la droite. Je jetai un coup d'œil nerveux à la fenêtre où j'avais vu se dresser, menaçant le Cresswell, et me dirigeai vers le lit. Je sortis mon mouchoir et effaçai mes empreintes. Puis j'ouvris la bouche d'oncle Otto. Il en sortit une bougie champion, un de ces vieux modèles pour usage intensif, presque aussi grosse que le poing d'un lutteur de foire. Je l'ai emporté. À présent, j'aimerais bien ne pas l'avoir fait, mais j'étais en état de choc. Tout aurait été plus facile si je n'avais pas eu l'objet ici, dans mon bureau, où je peux le regarder, le prendre en main et le soupeser si je le désire. La bougie des années 20 qui tomba de la bouche d'oncle Otto. Si elle n'était pas ici, si je ne l'avais pas emportée lorsque je me suis enfui pour la 2e fois de sa petite maison d'une seule pièce, je pourrais peut-être commencer à me persuader que tout cela, pas seulement au sortir du dernier virage, la vision du Cresswell pressé contre le flanc de la petite maison comme un énorme renard rouge, mais tout le reste aussi n'était qu'une hallucination. Mais elle est là. Elle capte la lumière. Elle est réelle. Elle pèse un certain poids. Le camion se rapproche chaque année, avait-il dit, et il me semble à présent qu'il ait eu raison.
Mais oncle Otto lui-même ignorait à quel point le camion pouvait s'approcher. Le verdict de la ville fut qu'oncle Otto s'était suicidé en avalant de l'huile. Et pendant 9 jours, on se posa bien des questions à Castle Rock. Karl Durkin, l'entrepreneur des pompes funèbres de la ville, un homme peu économe de ses paroles, racontait que lorsque les médecins l'avaient ouvert pour l'autopsie, ils avaient trouvé plus de 3 litres d'huile dans son corps, et pas seulement dans son estomac. Elle avait envahi son organisme tout entier. Une question intriguait tout le monde. Qu'avait-il fait du bidon en plastique ? Car on n'en avait retrouvé aucun. Comme je l'ai dit, la plupart de vous qui lirez ce mémoire ne me croiront pas. En tout cas, pas à moins qu'une chose semblable ne leur soit arrivée. Mais le camion est toujours là-bas, dans son pré, et quel qu'en soit le sens, tout cela a bien eu lieu. Et c'est une fin d'histoire. Le plaisir. J'aime tellement ces musiques.